Dans un autre endroit, une explosion retentit. Un démon ressort de la fumée. Tous les soldats doivent charger. De cette façon, ils pourront briser leur ligne de défense. Mais le meneur remarque quelque chose. Un point mécanique vient de l'intercepter avant de l'écraser par terre, tandis que ses compagnons sont en train de charger. Il faut continuer à avancer. Maintenant, ils ont compris comment cette barrière fonctionne. Tant qu'ils sont à longue distance, il faut se méfier des canons. Et dès qu'ils se rapprochent, les points de fer les attaquent. Ces nains ont plus d'un tour dans leur sac. Les forgerons se préparent tous en ligne. Leurs marteaux viennent de heurter les compartiments, ce qui permet de tirer en grande rafale, provoquant de multiples explosions sur les combattants de la tribu des démons. Alors qu'ils s'apprêtent à recommencer, des missiles sont dirigés vers les nains, ce qui les bloque dans leur tentative. Une unité aérienne de la tribu des démons arrive! Cette bataille est devenue massive et interminable. Pourquoi les démons sont-ils déterminés à ce point pour les anéantir? Un nain interpelle l'unité d'investigation. Qu'en est-il de la défense de leur fort? Pour le moment, le niveau d'énergie de leurs gardes défensifs sont critiques. Leur efficacité a été réduite de 30%. En plus, le prince n'est toujours pas revenu. Les énormes canons ont besoin de 10 talentueux forgeurs pour faire feu. L'unité du nord-est seront leurs renforts. Le côté ouest nécessite aussi des renforts supplémentaires. Les préparatifs du mur défensif ne sont pas en mesure de faire face à l'assaut. C'est ainsi que les canons continuent de tirer, tandis que le combat fait rage. Voici la nation des nains, la forteresse nationale ambulante. Et celle-ci est actuellement assiégée par l'armée des démons. Des petits insectes se rapprochent d'un canon, et après quelque temps, leur nombre se multiplie. L'énorme canon a explosé! Comment est-ce possible? Le nain chargé d'investiguer effectue son rapport. Il y a des ennemis à grande altitude. Il faut être prudent! Quelque chose est en train de traverser la peau du monstre. Un démon extirpe quelque chose de sa bouche. Et peu après, une sorte d'œuf vient d'atterrir sur sa main. Voici le général Kilien, le pilier des insectes, classé numéro 4 au sein de l'armée des démons. Il est par ailleurs le grand frère du pilier de l'air. La chose qu'il tenait entre ses mains vient d'être lâchée. Les pattes commencent à sortir des œufs. Voici l'éclosion d'insectes éphémères. Leur niveau de dangerosité individuelle est de C. Mais lorsqu'ils sont en groupe, cela devient A. Les forgerons continuent leurs assauts, tandis que les insectes se rapprochent. Les soldats remarquent cette lueur, et peu après, des explosions retentissent au milieu des rangs. Un nain appelle le quartier général. Il faut informer tout le monde de faire attention à propos des éclosions des insectes volants. Ils sont en train de subir de lourdes attaques. Alors il faut un changement de la direction de la citadelle. Le quartier général répond que le message a bien été reçu, mais il y a quelque chose qui cloche avec le rail du pilier de la citadelle. Ils ne peuvent pas bouger à l'heure actuelle. En effet, celui-ci est accroché par une colle épaisse. Malgré leurs efforts, il est impossible de s'en extirper. Une créature gluante revient en face de ses collègues en disant qu'il est de retour. Elle ne s'attendait pas à ce que cette écœurante capacité du pilier des insectes puisse avoir d'autres fonctions. Un corps est en train d'être recousu. Une main s'occupe de tirer la ficelle. Le slime s'adresse à la sœur Soso. Le champ de bataille est dangereux. Si jamais elle a d'autres ordres, il les exécutera pour elle. La fille répond qu'elle aime rester sur le champ de bataille. Après tout, le matériel disponible est infini, alors elle peut créer des pantins intéressants. Eh bien, si elle souhaite avoir quelques corps, il peut les apporter. Voici le général Mucus, le pilier baveux, placé numéro 9 au sein de l'armée des démons. Ce n'est pas la peine, elle ne souhaite pas des corps qu'il touche, alors il devrait à la place rester loin d'eux. Kilien attire l'attention de Mucus. Il devrait arrêter d'agacer Sœur Soso, sinon elle lui donnera une leçon. Le slime en a marre. Déjà qu'il ne peut pas le blairer, en plus il vient le déranger. La fille pense que c'est une merveilleuse marionnette. Le démon dit qu'il s'est occupé des fortifications, alors il faut y aller. Il devrait se souvenir de lui laisser quelques survivants. Elle aimerait créer plus de pantins. Leur armée est en train de foncer. Ça craint. Cette partie du mur est condamnée. Les ennemis se sont introduits en tuant les soldats qu'ils croisent. Une personne est en train de courir. Celle-ci passe au milieu des rangs des soldats ainsi que des médecins. Le nain annonce faire un rapport à sa majesté. La tribu des démons a brisé leur ligne de défense. Ils ne seront pas en mesure de les retenir encore longtemps. En temps de crise, l'ordre doit être maintenu afin de ne pas laisser le chaos régner. Ce royaume peut encore compter sur son roi. Voici le souverain nommé Marvin Kai. Le deuxième prince de la tribu des nains nommé Marvin Lolan demande s'il ne va quand même pas utiliser ça. Il devrait penser à sa santé. La survie du royaume est bien plus importante que lui. Voici la pierre de transmission. Il s'agit d'un minerai spécial du royaume permettant de visualiser les alentours. Le roi est à présent
présent en train d'observer au milieu de ses sujets. Bart a probablement été tué par la tribu des démons. Sa force mentale est aussi affaiblie. Le sceptre se rapproche du compartiment avant de s'enclencher. Bien qu'il ne sache pas combien de temps il peut encore tenir, si c'est pour l'intérêt du royaume, et même si le prix à payer est sa vie, il se chargera d'expulser tous les démons. Voici le forgeage du roi. La forteresse se met à trembler. Les démons se demandent ce qu'il se passe. Un bruit de coupure se fait entendre. Tous les assaillants sont tranchés en deux. L'assaut se poursuit, ce qui contribue à découper les démons qui osent grimper. C'est vraiment insupportable. Ils utilisent à nouveau cette technique. Mais la fille pense qu'ils luttent désespérément. Après tout, ils sont venus préparer. Le groupe de démons remarque quelque chose. Les bras de la forteresse sont en train d'effectuer un mouvement étrange. Des canons se trouvent avant l'emplacement des scies, ce qui permet de tuer les combattants avec plus d'efficacité. D'autres sont découpés par le bout tranchant. Et quelques minutes plus tard, le bras mécanique est en train de ruiner le champ de bataille. La scie se rapproche dangereusement des trois capitaines. L'insecte et la marionnettiste s'extirpent, mais le slime ne comprend pas. Celui-ci vient d'être tranché en deux. Mince! Il s'est fait couper. C'est vraiment pénible. Les forgerons signalent que le roi et leurs frères en première ligne se battent. Alors ils se doivent de continuer. 80% de la couche extérieure de l'armure a été forgée. 70% de la soudure est faite. Il faut aller plus vite afin de soulager le fardeau qui pèse sur leur roi. Toute la nation s'unit pour s'opposer à l'invasion. Et même ceux qui ne sont pas des combattants participent à la confection des armes à grande envergure. D'après les informations recueillies, le prince aîné n'est pas présent à la citadelle. Est-ce la raison qui a poussé le roi à apporter son soutien? Ils ont subi des pertes considérables depuis le début du combat. Alors pourquoi ne pas les rejoindre? Sa condition physique n'est plus ce qu'elle était. Et sans l'aide de Bart, son forgeage du roi n'atteint même pas 30% de son pouvoir. C'est étrange. Le bras mécanique n'a pas l'air de recevoir des ordres. Comment est-ce possible? Celui-ci a été bloqué par des fils. Serait-ce le forgeage du roi dont la tribu des nains est si fière? Si c'est le cas, elle a un peu de peine pour eux. Des insectes sont en train de s'entasser. Ceux-ci sont contrôlés par Killian. Et une fois avoir claqué des doigts, les bombes à retardement sont enclenchées. Le slime est en train de se concentrer avant d'éjecter un liquide visqueux. Il s'agit du crachat épais. Un compartiment vient de s'activer. Les bras mécaniques supplémentaires sont finis. Il faut maintenant les stocker. Ceux-ci entrent à l'intérieur avant que la porte ne se referme. Les énormes bras de substitution ont été réinstallés. Ils peuvent être déployés à tout moment. Bien, même s'il doit mettre sa vie en danger. Le roi est prêt à défendre son royaume jusqu'à la fin. Des muscles se contractent. Le roi des nains est en train de déployer toute sa puissance. Une main est sortie pour remplacer le bras détruit. La réparation est maintenant achevée. La tribu des démons n'est qu'une bande de traîtres. À présent, il va venger son fils. La main gigantesque s'apprête à écraser les démons. L'impact heurte la paroi externe du véhicule. Et après ça, le bras mécanique s'attaque aux combattants au sol. En un mouvement vif, il en balaye une grande quantité. Le roi fait de son mieux pour rester conscient. Celui-ci est en train de concentrer toute l'énergie de sa pierre. Ses sujets savent que sa majesté n'est pas en très bonne santé. Est-ce vraiment une bonne idée de déployer une force pareille? Même s'ils souhaitent les aider, ils en sont incapables. Les seules personnes qui peuvent utiliser la pierre de lune pâle pour forger sont sa majesté et le prince aîné. En principe, 3 pierres de lune pâle sont localisées dans différents endroits, utilisées pour le mouvement, la défense, ainsi que la production et la construction de la forteresse. Celle qui permet le mouvement de la forteresse réside à l'intérieur du véhicule. Celle utilisée pour la défense est ancrée dans l'arme du prince aîné. Et la dernière consacrée à la production et à la construction se trouve actuellement dans le sceptre de sa majesté. Ce qu'il manque à présent est une personne capable de libérer le forgeage du roi aux côtés de sa majesté. Un point cogne le sol. Le second fils en a marre. Pourquoi est-ce qu'il est aussi inutile? Il aimerait avoir du talent comme son frère. À la place, il est incapable d'aider. Le combat fait rage à l'extérieur. Ce conflit est loin d'être terminé. Le roi est en train de tousser et du sang s'éjecte. Le bras mécanique vient de s'arrêter. C'est mauvais signe. Il ne peut pas échouer de cette façon. Il lui faut persévérer. Il n'y a pas d'autre choix. La main est en train de tourner avant de balayer encore une fois les soldats qui l'entourent. Le bras mécanique vient encore une fois d'être transpercé par des fils. Peu importe le nombre de fois qu'il ripostera, elle s'occupera de bloquer le bras par terre. Le roi compte briser cette couturière pitoyable. Une autre main se rapproche pour rompre les fils, mais quelque chose bloque son passage. Il s'agit d'un essaim d'insectes lumineux, et ceux-ci explosent à son contact.
À cause de ça, le bras a dû reculer pour éviter d'être détruit. Mais quelque chose de visqueux se rapproche. Avant d'éclabousser les doigts, le général Mucus est en train de mitrailler de crachats. Ceux-ci sont propulsés en grande quantité et permettent de coller la main sur la paroi de la forteresse. Le mécanisme du coude est en train de disjoncter. À cause de ça, le roi est à nouveau affaibli. Ses mains sont en train de trembler. Le nain s'agenouille alors que son sang s'écoule de plus en plus. La lumière au sein de sa pierre de lune pâle est en train de s'atténuer. Le prince demande à son père si ça va. Ses sujets sont aussi inquiets pour lui. On dirait que les bras ont cessé de bouger. C'est une bonne opportunité. Puisque les généraux ont préparé le terrain, il est temps d'attaquer tous ensemble. Les démons sont en train de lancer de multiples missiles. Ceux-ci frappent les forgerons de plein fouet. Les créatures qui les envahissent hurlent qu'il faut tous les tuer. À l'intérieur, la pierre de transmission permet encore d'observer le champ de bataille. Un soldat est grièvement blessé, mais une lueur émane de son épaule. Les combattants sont choqués. Toutes leurs blessures ont cicatrisé. Serait-ce une magie de guérison? Un démon avertit le général. Des renforts de la tribu des nains auraient été aperçus dans les airs. Il faut rester prudent et faire attention aux menaces aériennes. Des missiles sont dirigés vers eux, avant de s'abattre en plein dans les rangs de soldats. Le prince ne comprend pas. Des personnes ont l'air de leur venir en aide. Le roi, quant à lui, observe avec attention. Un démon se rapproche en disant qu'il va les tuer. Voyons voir comment ils pourront se défendre sans marteau. Mais quelque chose l'écrase dans son dos. Pourquoi les unités aériennes sont-elles gelées? Un autre démon volant vient de s'écrouler par terre. Qu'est-ce que ça pourrait bien être cette fois? Serait-il possible que le prince aîné soit de retour? Une voix dit à son ami que ça faisait longtemps. Attends, cette personne. Des plumes peuvent être aperçues dans le ciel. Est-ce que ce serait le griffon légendaire? Comment a-t-il pu apparaître ici? Ces gens font partie de l'Empire des Humains. Pourquoi se trouve-t-il ici? C'est sûrement ceux qui les ont attaqués à l'instant. Des personnes atterrissent par terre. L'équipe du maître Martin vient de rejoindre la bataille. L'homme déclare que tout ceci a été personnellement organisé par lui. Autrement dit, ça n'a rien à voir avec l'Empire des Humains. Il ne peut tout simplement pas rester ici à regarder la tribu des nains se faire anéantir. C'est pourquoi il annonce à Khan qu'il est arrivé. La pierre de retransmission est en train de les observer. Est-ce que ce serait Martin? Ils doivent transmettre cet ordre. Ces humains sont leurs amis. Il faut les laisser passer sans les blesser. Le professeur dit à Eric qu'il va rentrer en premier dans la citadelle. C'est pourquoi il va le laisser gérer les choses ici. Le pugiliste répond qu'il n'y a pas de problème. C'est alors que le forgeron s'apprête à repartir. Mucus remarque qu'il se sépare. C'est pourquoi il crache vers sa direction. Grâce au crachat du Mucus épée, il ne pourra pas s'échapper. Mais celui-ci est en train d'être cristallisé avant de se retrouver gelé. Le projectile retombe au sol sans que le démon puisse comprendre. Cela est l'œuvre de la magicienne Aïcha. Il s'agit de la magie de haut niveau, nommée engelure. Une grande quantité d'insectes passe à côté du pilier. De cette façon, ils pourront l'attaquer par surprise. Mais ils furent tous brûlés instantanément, ce qui les fait retomber au sol sans avoir pu terminer l'offensive. Il semblerait que ces petits insectes ont tous été carbonisés. Killian répond à cet idiot de la fermer. Un poing est enflammé. Il semblerait que depuis la dernière bataille, il est capable de contrôler la direction du feu. Il a donc progressé dans la pratique de la technique du point ancien. C'est parfait. Une multitude de matériaux qu'elle va pouvoir transformer en marionnettes sont arrivés. Les fils sont lancés à grande vitesse. Voici la couture meurtrière. Et celle-ci est dirigée vers le groupe d'humains. Mais quelque chose vient de découper les cordes. La femme le remarque. Une personne se tient en face. Et son regard est dénué d'expression. Les piliers de la tribu des démons sont-ils si faibles? Pas étonnant que l'Empire les ait battus. Ne serait-ce pas des humains? Mucus pensait qu'ils n'interféreraient pas. D'après leurs informations, l'Empire ne pouvait pas envoyer une équipe. Toutefois, ils ne semblent pas très nombreux. Bien que ce soit dérangeant, ils sont obligés de les tuer. En faisant ça, n'y aurait-il pas une incidence entre l'accord de la tribu des démons et celle des humains? Ils ne devraient pas s'inquiéter. Ces gens se sont immiscés. Lilian ne pourra pas les blâmer. Les soldats disent de regarder en haut. Une autre personne vient d'arriver. Killian regarde dans les airs. Est-ce que ce serait pas Pat? Mais étrangement, sa chute est anormale, car en réalité, il s'agissait seulement de sa tête. Les piliers le remarquent tous d'un air choqué. Un épéiste est en train d'atterrir. Celui-ci n'est autre que le chevalier Sophissas. Son regard est imperturbable. L'homme signale que s'ils veulent s'en prendre aux élèves de l'Empire humain, il faudra d'abord lui passer sur le corps. Le pilier des insectes regarde la tête de Papat. Il s'agit de son cher frère. Est-ce qu'il a oublié ce qu'il lui avait dit? Si jamais il devait mourir un jour,
Ce serait de ses propres mains! Le slime se met à ricaner au sein de sa tête. Il pense que sa mort soit une bonne chose car son rang a augmenté d'un niveau. Trêve de bavardage, il est temps de se battre. Les soldats démoniaques s'avancent de manière désordonnée. Ne serait-ce pas le capitaine de l'escouade du Dragon Blanc de l'Empire Humain? En réussissant à le capturer, ça voudra dire que... Enfin, ils ont entendu dire qu'il a tué quelques piliers, alors le battre ne sera pas aisé. Ils n'ont pas seulement 3 piliers avec eux, mais ont aussi un bataillon entier, tandis que les humains sont peu nombreux. Pour s'accaparer les mérites de cette bataille, ce sera premier arrivé, premier servi. C'est pourquoi les démons autour d'eux sont impatients à l'idée de les tuer. Le groupe d'humains, quant à lui, se prépare pour la bataille. Ceux-ci sont fin prêts à en découdre. Sophissas dit à Helena de l'utiliser. La femme acquiesce. Voici l'art de l'escrime aérienne, combiné avec la magie de l'amplification. Le torrent d'énergie fait s'élever les manches de sa veste. À présent, il est prêt. Une boule lumineuse gigantesque fait son apparition, alors qu'une armure géante est en train de s'élever. Le grand chevalier se tient en position de combat au milieu du champ de bataille. Les démons autour sont choqués devant la taille de cette chose. Voici la technique du guerrier géant aérien. Son bras commence à se mouvoir. Le regard du combattant est décidé, et d'un geste brusque, l'armure gigantesque se met à faire de même. De cette façon, il peut découper tous ses opposants. Voici la danse circulaire tranchante. Les créatures n'arrivent pas à comprendre comment une telle puissance peut être déployée. Et après quelques instants, seule la fumée est visible. Les 3 piliers se tiennent au milieu de ce cimetière. Killian a facilement paré grâce au bouclier de Scarabée, mais il remarque que la protection s'est fissurée. Le chevalier géant, quant à lui, est en train de se dissiper. La femme fait remarquer au Scarabée que son bouclier exosquelette est presque aussi robuste que Balian, et pourtant, celui-ci vient d'être détruit. Il faut avouer que Sophissas est plutôt fort. Pas étonnant qu'il ait tué Papat. Le slime dit à Killian de se calmer, sinon il finira comme son frère. Ces paroles contribuent à l'énerver. Au lieu de prononcer des mots inutiles, il vaudrait mieux pour eux qu'ils la ferment. Une voix dit que c'en est assez. Attends, qui cela pourrait être? Le corps d'un indéfend qui s'est rapproché annonce qu'ils vont arrêter là pour aujourd'hui. Toutes les troupes doivent être repliées. La femme ne compte pas revenir sur les ordres de son supérieur. L'insecte dit que c'est hors de question. Ils sont beaucoup trop proches du but. Il est certain qu'ils peuvent battre les humains et les nains à la fois. Serait-il en train de contester ses ordres? Le général Mucus dit à son collègue qu'il ne vaut mieux pas énerver le pilier Ghoul. Celui-ci n'arrive pas à s'y résoudre. Sa colère est sans pareil. Mais il finit par laisser tomber. Que toutes les troupes se replient sur le champ. Les démons sont tous en train de s'enfuir. Ils reviendront une prochaine fois. Le chevalier blanc, quant à lui, reste calme et serein. La femme dit qu'elle ne peut faire cette magie d'amplification qu'une fois par jour. Heureusement, ça les a fait fuir. Modor se rend compte qu'ils l'ont échappé belle. Si jamais ils avaient continué à charger, qui sait comment ça aurait terminé? Après quelque temps, au sein de la forteresse, la technique du forgeage du roi est utilisée, ce qui éblouit toute la salle du trône. Des muscles se contractent. Le maître Martin est en train d'utiliser la pierre de lune pâle. Grâce à ça, il est capable de réparer les multiples canons du véhicule. Le slime qui bloquait les roues est aussi retiré. La fumée sort à nouveau des mécanismes. Maintenant, la forteresse est redevenue fonctionnelle. Ça devrait être juste assez. Le prince remercie Martin pour son dur labeur. Le roi, quant à lui, dit qu'il mérite son titre de premier forgeron de l'Empire humain. Il a même réussi à libérer le forgeage du roi. L'homme répond qu'il le flatte, mais il n'en a relâché qu'une partie et il sent déjà que sa force mentale est épuisée. Il est difficile d'imaginer qu'il a continuellement contrôlé la forteresse et combattu la tribu des démons ces derniers mois. Malgré tout ce temps sans se voir, il reste toujours aussi modeste. Mais il n'était pas réellement le seul à contrôler la forteresse et la bataille. Durant tout ce temps, il avait Bart à ses côtés qui l'assistait. Le forgeage du roi pouvait être exercé à sa véritable puissance. Le professeur se souvient de qui il s'agit. Lorsqu'il avait visité la dernière fois, il était encore un enfant. Mais du coup, où se trouve-t-il? Le souverain ferme les yeux devant cette question. Le second prince est en train de trembler. Celui-ci avoue à Maître Martin, en serrant son poing. Il affirme qu'il s'est fait tuer par la tribu des démons. Attends, comment est-ce possible? Au départ,
tard, ils avaient Père et Bart. La tribu des démons ne pouvait simplement pas faire face à l'Empire des nains. Ils ont attaqué, mais sans succès. C'est pourquoi ils ont envoyé des émissaires afin de négocier une trêve. Bien qu'ils n'étaient pas effrayés par eux, Père ne pouvait pas supporter de voir les gens sacrifier leur vie à cause de la guerre. C'est pourquoi il a donné son accord pour trouver un terrain d'entente. Son frère craignait qu'ils étaient en train de bluffer. C'est pourquoi il a pris la place de Père pour partir. Il ne s'attendait pas à ce que la tribu des démons ne tienne pas leurs promesses. À la place, ils ont effectué une attaque sur l'escouade de Bart lors de la négociation. Au final, ils ont été informés que cela avait échoué et qu'aucun membre de l'escouade n'est revenu en vie. La tribu des démons est réellement ignoble. L'homme assure à Khan qu'il aidera la tribu des nains. Il peut en être persuadé. Cela faisait un bon moment qu'ils ne s'étaient pas vus et dire qu'ils se revoient dans de telles circonstances. C'est un véritable manque de manière. Le chevalier blanc s'excuse pour son interruption présomptueuse. Sophissas aimerait savoir s'il a trouvé un autre membre de l'Empire humain récemment. Le roi ne comprend pas. Ils sont continuellement en guerre contre la tribu des démons. Alors à part eux, ils n'ont trouvé aucun membre de leur peuple. Même si c'est le cas, le combattant demande au souverain d'y réfléchir lorsqu'il aura un moment. C'est leur compagnon et il est très important. Exactement. Maître Martin signale qu'il a perdu son disciple. Il y a de fortes chances pour qu'il soit directement venu ici. Le roi se met à tousser du sang. Son fils accourt vers lui en demandant si tout va bien. La professeure de la classe pastorale demande si cette humble demoiselle pourrait ausculter sa majesté. Mais le prince refuse. Il devrait arrêter de déranger son père. L'homme explique qu'il ne faut pas se laisser emporter par les émotions. Fiona est la plus puissante guérisseuse du royaume. Elle pourrait être en mesure de soigner sa blessure. Il comprend l'inquiétude qu'il a pour Khan, mais il devrait tout de même avoir confiance en eux. Ils ont fait tout ce chemin juste pour venir les aider. Son interlocuteur s'excuse pour son impolitesse et le remercie de sa compréhension. Père est fatigué pour le moment, c'est pourquoi il vaut mieux attendre demain avant de le soigner. Un peu plus tard, alors que la nuit est tombée, une main apparaît. Il s'agit de Marvin Lolan qui s'est occupé de coucher son père. Dans une autre pièce se trouvent des objets d'alchimie étranges. Le nain dit que cet endroit est sûr, il est possible de sortir. La matière qui apparaît ne peut s'empêcher de rigoler avant d'atterrir sur la table. Qu'est-ce qui a bien pu se passer aujourd'hui? Cette chose bizarre vient de tendre son oreille. Il avait réussi à attirer Bart hors du royaume et à même épuiser la force mentale de son père. En plus, il a fait en sorte de compromettre la défense de l'Empire des nains. Il se trouve qu'il n'aurait jamais pensé que les humains apparaîtraient. Plus ils attendent et plus les conséquences seront importantes. C'est toujours la même chose. Il recule au moment critique. Combien de temps vont-ils encore attendre avant d'agir? La voix dit au prince Lolan d'être patient. Son frère est déjà mort. Le trône lui revient de droit. À présent, les humains ont envoyé plusieurs personnes gênantes. Surtout ce professeur. Ils sont en train de réorganiser le royaume. Il faut se défendre. Bien que Sophissas soit très fort, il n'en reste pas moins un humain, alors qu'eux ont une armée entière à leurs ordres. Il en a déjà marre d'entendre ça. Le prince dit qu'il a tout fait de son côté. Maintenant, c'est à leur tour de lui assurer le trône. C'est pourquoi ils devraient arrêter leurs conneries. À la place, il souhaite une date exacte, qu'il cesse de faire traîner les choses. Est-ce que c'est bien clair? Bon, très bien. Dans 2 jours, lorsqu'il aura fini d'absorber tous les corps, il ordonnera aux piliers et à l'armée de prendre le contrôle de l'Empire des nains afin de lui laisser le trône. Son interlocuteur espère que ce soit le cas avant de mettre fin à la conversation. Le liquide visqueux était un acide corrosif, ce qui permet d'effacer les traces de la discussion. Au même moment, dans le royaume des démons, une voix dit que ce type a réellement osé lui hurler dessus. Devrait-elle le transformer en marionnette? Les bras de la marionnettiste parcourent le corps musclé de son pilier adoré. Est-ce qu'elle pense vraiment qu'il se préoccupe de la rage de ce faible? Qu'elle le laisse d'abord finir d'absorber les corps. Il mettra ensuite le plan à exécution. Cette personne est le général Raymond Sasso, le pilier des ghouls, classé au rang 2 au sein de l'armée des démons. Plus il absorbe de corps, et plus il devient fort. Pas étonnant qu'il soit prêt à prendre le risque d'être blâmé par Liliane pour avoir fait traîner les choses. La main du démon se met à caresser la peau de son interlocutrice. C'est une chance rare de mettre la main sur autant de corps. Il a même réussi à obtenir celui d'un pilier. C'est pourquoi il voudrait connaître toutes les possibilités avant de dévoiler son jeu. Et une fois qu'il aura abattu ses cartes, il terminera la partie en un seul tour. Elle reconnaît bien là l'homme dont elle est tombée amoureuse. Le jour suivant, alors que le soleil se lève, la professeure Fiona se concentre. Une lueur apparaît entre ses mains. Il s'agit de la pierre de diagnostic. Le cercle de lumière reste au-dessus du mourant, tandis que les autres regardent à distance.
Tous les individus sont inquiets quant à l'état du roi des nains. La soigneuse continue l'opération. La femme vient de terminer le diagnostic de sa majesté, mais ce qui est étrange est qu'il n'a reçu aucune blessure externe. Son état pourrait être lié à une utilisation excessive de sa force mentale? Non, ça ne devrait pas. Lorsqu'il a forgé les murs de la forteresse, il a également épuisé la sienne. Mais après avoir dormi et perdu quelques cheveux, il était toujours en pleine forme le jour suivant. La femme aimerait poser une question au prince. Depuis combien de temps Sa Majesté a-t-elle des symptômes? Au cours des derniers mois, il a continuellement utilisé le forgeage du roi afin de faire reculer la tribu des démons. C'est depuis ce moment qu'il a commencé à être épuisé. Peut-être que c'est ainsi, mais de son point de vue, il est préférable de retrouver la localisation de Xiangye. L'enseignante dit au capitaine qu'un détail lui échappe. Elle pense que le roi a été empoisonné. Attends, est-ce que c'est sérieux? Qui a bien pu faire une chose pareille? C'est impossible! Comment aurait-il pu être empoisonné? Le chef explique que ses repas sont testés tous les jours. Il n'y a aucune chance que cela arrive. Cette femme est problématique. La toxine qu'il a créée est indolore et insipide. Il est normalement impossible de la détecter. Le chevalier blanc a entendu dire que Sa Majesté buvait tous les jours une préparation médicinale du prince Lolan. Est-ce que Fiona pourrait y jeter un œil? Cet empire humain peut parfois être vraiment arrogant. Est-ce qu'il le suspecte d'avoir empoisonné son propre père? En réalité, elle est venue à conclure qu'il a été empoisonné grâce à la pierre de diagnostic. Elle n'est pas réellement une experte en médecine, alors en lui donnant cette préparation, elle ne pourra pas vraiment les aider. Est-ce qu'il existerait une magie de guérison qui peut être utilisée pour soigner Khan? L'état actuel de Sa Majesté est stable. Seule sa force mentale est constamment rongée par une médecine inconnue. Le plus urgent actuellement est d'éliminer le poison, mais elle n'est pas certaine de quelle substance il s'agit. Ce serait mieux si le professeur Onglian était avec eux. Il sera trop tard s'ils attendent son aide. Mais Xiangye et lui ont travaillé ensemble. Peut-être qu'en le trouvant, il parviendra à imaginer une solution pour soigner Sa Majesté. Ils n'en auront pas besoin. Lorsqu'on parle de médecine, le prince Lolan n'est-il pas le plus grand expert en pharmacologie? C'est vrai, il a sûrement un moyen de l'aider à extraire le poison, n'est-ce pas? Sans aucun doute, il peut faire de son mieux, mais ses compétences ne peuvent pas être comparées avec celles de son empire humain. Alors ce sera compliqué pour le moment. Soigner Sa Majesté est en effet important, mais dans ces temps critiques, le royaume des nains ne peut être laissé sans dirigeant. C'est pourquoi le second prince devrait monter sur le trône. Puisque le prince aîné n'est déjà plus de ce monde, il n'y a pas d'autre choix. Lolan est en train de pleurer. Celui-ci hurle que c'est assez. Ce n'est pas le moment de dire de telles choses. Ils peuvent disposer. Le prince aimerait rester au chevet de son père. Le professeur Martin répond qu'ils vont le laisser. C'est pourquoi il lui souhaite d'avoir du courage. La porte est ensuite refermée. Et maintenant que les regards ne sont plus présents, l'héritier ne peut s'empêcher de sourire. Il est maintenant si proche du but. Dans un autre endroit, au sein d'un cimetière de soldats, les corbeaux qui se nourrissent des défunts remarquent quelque chose. Un véhicule est en train de s'approcher avec un bruit assourdissant. Celui-ci se stabilise et s'apprête à se poser par terre. Le mécanisme d'une porte s'active et une personne fait son premier pas à l'extérieur. On dirait que le royaume des nains et la tribu des démons étaient en train de se battre récemment. Mais pourquoi n'y a-t-il que des traces et des traînées de sang? Aucun corps ne semble être en vue. Isabella pense qu'il serait mieux pour lui de rejoindre le royaume des nains. Au vu de la situation, plus la bataille s'éternise, plus ils seront désavantagés. Ça ne peut pas être ça. Le royaume des nains possède la forteresse mobile. Ils peuvent donc gagner une bataille prolongée en mouvement. La tribu des démons a voyagé longtemps avec des conditions difficiles pour arriver jusqu'ici. Ne serait-ce pas à leur désavantage si cela s'éternisait? Elle suppose que Liliane a envoyé le pilier Ghoul ici, puisque tous les corps sont introuvables. Pour les autres, ce serait sans doute un problème, mais lors d'une lutte acharnée, les aptitudes du pilier Ghoul s'adaptent parfaitement. Il peut transformer les morts en marionnettes et absorber les corps afin d'obtenir plus de puissance. Même s'il était en bas de la hiérarchie des piliers dans le passé, il a grimpé en haut de l'échelon avec cette compétence. Il est capable d'absorber les corps afin d'obtenir de la puissance. Ne serait-il pas donc devenu super fort avec la grande quantité de personnes décédées? D'après l'avis d'Isabella, il a très sûrement absorbé tous les corps. Est-ce qu'il sera plus fort que le premier pilier qu'ils ont rencontré il y a quelque temps? Au niveau de la force, probablement pas. Mais même la fille ne connaît pas l'étendue de ses pouvoirs. Elle semble assez détendue. N'est-elle pas inquiète du fait qu'il puisse devenir plus puissant qu'elle? Non, ce pouvoir a été attribué par son père. Aussi longtemps qu'elle sera reine, elle pourra facilement
vraiment le supprimer. Et maintenant, comment sont-ils censés s'occuper de lui? Ou peut-être qu'elle connaît des faiblesses? Malheureusement, ce n'est pas le cas. Xiangye demande si elle dit vraiment la vérité, qu'il arrête ses bavardages. Ne se rappelle-t-il pas du fait qu'il n'est qu'un simple serviteur? Mieux vaut se dépêcher de se rendre au royaume des nains. Plus tôt ils arriveront, plus ils auront une chance de survivre. En y réfléchissant, la fille se demande pourquoi elle lui en dit autant. Le nain blessé sort du véhicule. Notre protagoniste se rend compte qu'il est réveillé. Le prince Bart demande s'ils sont ceux qui l'ont sauvé. C'est une longue histoire. Mieux vaut d'abord aller à l'intérieur. Il faut encore se rendre au royaume des nains. Quelques instants plus tard, dans la salle du trône, les sujets se demandent ce qu'ils devraient faire à présent. Puisque le roi n'a toujours pas repris connaissance, ils ne peuvent compter que sur le prince Lolan. Celui-ci se tient devant le groupe des humains. Sophisa se dit que ce n'est pas une bonne idée de continuer à attendre. Les affaires internes du royaume des nains ne les concernent pas. Mieux vaut partir à la recherche de Xiangye. Si c'est le cas, Eri compte l'accompagner. Il pourra sûrement se rendre utile. Xiangye est un bon ami qui l'a aidé à reconstruire son village. Comparé à ça, ce danger ne représente rien. Si Eri y va, alors elle viendra aussi. Un soldat vient d'arriver. Celui-ci annonce qu'il s'apprête à faire un rapport de la plus haute importance. L'équipe d'éclaireurs a rapporté que l'armée de la tribu des démons s'est regroupée et avance droit sur eux. Il y a un objet volant non identifié qui se dirige vers leur direction. Peut-être qu'il s'agit d'un autre pilier de l'armée. Comment ont-ils pu les rattraper? Actuellement, la forteresse avance à grande vitesse. Que c'est embêtant. Ils n'ont toujours pas retrouvé Xiangye, mais la tribu des démons est presque déjà arrivée. C'est pourquoi la servante demande à son maître ce qu'il devrait faire maintenant. Tolls Penny est en train d'observer, et vu son expression, quelque chose est déplaisant à ses yeux. Le maître Martin dit à Modor de ramener le plan d'action Xiangye. Il faut se préparer pour la bataille. Son élève acquiesce aussitôt. Le professeur signale à sa majesté qu'il ne reste que peu de temps. Quels sont ses ordres? Ils ne connaissent toujours pas la localisation de son frère, et son père est encore inconscient. C'est pourquoi il aimerait savoir si les ministres ont des suggestions. Dans des moments comme celui-ci, il ne faut pas céder à la panique. Ils ont besoin d'une personne pour diriger le royaume des nains. C'est pourquoi il suggère que le prince Lolan monte sur le trône. Pourtant, il n'a pas de talent pour forger. Maître Martin dit de ne pas s'inquiéter. Il va lui apporter son aide. Dans l'intérêt de Khan, il est prêt à faire n'importe quoi. C'est alors que le sceptre vient d'être déposé entre ses mains. Le regard du prince se porte vers l'objet qui vient de lui être donné. Des voix annoncent une longue vie au roi Lolan. Les yeux du garçon s'ouvrent en grand. Cette phrase, ce sont les acclamations qu'il a toujours voulu entendre. Maître Martin dit de ne pas s'inquiéter. Il peut monter sur le trône. Il s'occupera de le guider à la place de Khan. Le pugiliste dit que c'est certain. Il souhaite les aider lors de la bataille pour retrouver Xiangye. Nainai ajoute qu'ils peuvent également compter sur son soutien. Même s'il n'est qu'un cuisinier, il restera jusqu'à la fin. L'héritier vient de s'asseoir. Celui-ci est touché du fait qu'il lui fasse tellement confiance. Le prince Lolan est vraiment brillant. Il a tout appris sur la pharmacologie en un jour. Il sera sûrement un pilier du royaume des nains dans le futur. Le garçon demande d'arrêter de le flatter. Son père se rapproche en disant qu'il a bien agi. Il est un bon fils. Le futur du royaume reposera sur lui. À l'avenir, il assistera probablement son frère en l'aidant à gouverner la nation. Lolan observe Bart en train de s'entraîner. Pourquoi n'a-t-il pas de talent inné pour forger? Il continue de faire de son mieux, mais au final, on ne lui a donné que la position d'assistant. Son visage se crisse. Hors de question qu'il abandonne! Quelque temps plus tard, d'après la vérification du signal lumineux, ce sont des troupes du prince aîné! Une passerelle descend pour les rencontrer. Il s'agit du prince accompagné de ses hommes. Le chef du groupe demande au prince de se dépêcher. Il faut se hâter de prévenir sa majesté. La tribu des démons a brisé l'accord. Il doit à tout prix envoyer des renforts immédiatement pour aider le prince Bart. Et évidemment, il va le faire. Pour avoir travaillé si dur, mieux vaut se reposer. Ils parleront du reste demain. Malheureusement, la situation est critique. Ils ne pourront pas attendre davantage. Des armes sont pointées vers eux. Attends, qu'est-ce que ces soldats sont en train de faire? Le sang vient de gicler. Tous les guerriers se sont retrouvés au sol. Il a réussi à arriver jusqu'ici. Et personne ne l'arrêtera. Le souverain saisit son sceptre. Pendant tout ce temps, il a prétendu obéir sagement dans le but d'obtenir ce qu'il voulait. Et maintenant, il l'a enfin eu. Le nouveau roi remercie tous ceux qui lui font confiance.
Il assumera sa position. Tout ce qu'ils ont à faire est croire en lui. Il sortira ce royaume hors de cette crise. Khan est sûrement fier d'avoir un fils aussi exceptionnel. Afin de préserver le royaume des nains, il a décidé de capituler face à la tribu des démons. Attends, qu'est-ce qu'il vient de dire? Il va sans dire qu'il a déjà conclu en accord avec cette tribu. Ils ont seulement besoin d'offrir 100 vies chaque mois et tout ira bien. Comment est-ce possible? Si son père était ici, il serait absolument contre cette idée. Il vient tout juste d'être couronné et a déjà passé en accord. Est-ce que le professeur Martin ne comprend toujours pas? Parler est inutile. Il semble qu'ils se sont fait avoir. Ces humains se trouvent dans le royaume des nains et il en est à présent le roi. Mieux vaut qu'il fasse ce qu'il leur dit de faire et ne pas contester ses décisions. Sa décision revient à vendre le royaume des nains. C'est quelque chose à laquelle il s'oppose fermement. Serait-il en train d'émettre des objections dans le royaume? Que les gardes les saisissent sur le champ. Derrière eux, une porte vient de s'ouvrir. À présent, de multiples soldats sont en train de les encercler. Comment cela a pu arriver? Ils étaient alliés il y a seulement un instant et maintenant ce sont leurs ennemis. Fei Li pense que cette fois-ci, ça va vraiment mal finir. Modor demande ce qu'ils vont faire. Tout aurait été différent si Xiangye se trouvait ici. La tribu des démons n'a même pas été capable de tenir face à eux. Pense-t-il vraiment pouvoir les capturer? Le prince Martin répond de ne pas agir de manière impulsive. Une secousse les surprend derrière eux. Serait-ce des membres de la tribu des démons? Lolan pensait avoir dit d'attendre son signal. Mais contre toute attente, un véhicule étrange vient d'apparaître. Une passerelle vient de s'ouvrir. Comme prévu, ils sont tous ici. Notre protagoniste demande alors s'ils ont manqué quelque chose. Est-ce que ce serait le prince Bart? Il est enfin de retour! Le professeur dit à Xiangye qu'il semble bien aller. Une personne vient de s'élancer. Il s'agit de Sophie-Sas. Celui-ci demande au garçon si tout va bien. Si jamais il est blessé, il le ramène immédiatement dans l'Empire humain. En voyant son traitement de faveur, il est certain que la reine des démons est plutôt agacée. Notre protagoniste répond que tout va bien et le remercie de s'inquiéter pour lui. La servante pense que c'est une bonne chose qu'il soit arrivé ici. Ça leur enlève beaucoup de stress. Modor pense que maintenant qu'il est ici, il est certain que cela est possible. Le prince Lolan accourt vers son frère. Il est vraiment heureux du fait qu'il soit en vie. Tellement de choses se sont passées depuis son départ. Alors il va se charger de tout lui raconter. Mais son regard est plus qu'en colère. Attends, est-ce que tout va bien? Au fond de son esprit, il y a des chances pour qu'il connaisse la vérité. Le nain se rapproche de son frère. Celui-ci remarque la droite qui se rapproche. Il cesse son cinéma! Il a essayé de le tuer! Le nouveau souverain était allé par terre quelques mètres plus loin. Il a osé conspirer avec la tribu des démons afin de vendre leur royaume. Est-ce qu'il a perdu la tête? Tous les sujets sont choqués. Qu'est-ce qu'il est en train d'insinuer? Lolan répond qu'il doit y avoir un malentendu. Il ne comprend pas ce qu'il raconte. Celui-ci replace ses lunettes. Cela est un signal transmis à ses confidents. Il doit être troublé pour raconter de telles choses. Que quelqu'un le raccompagne à sa chambre. Il est évident que le prince a redoublé d'efforts pour aider le royaume, et tout le monde en a été témoin. Le premier prince dit de ne pas le croire. Il est celui qui les a trahis. Cette information a été confirmée par la tribu des démons elle-même. Il a conspiré avec eux et l'a éloigné de la forteresse, avant de tenter d'empoisonner leur père. En faisant s'effondrer leur défense, il doit sûrement penser que les démons prendrait le dessus sur eux afin qu'il soit nommé nouveau roi. Lolan comprend mieux à présent. La tribu des démons a dû retourner le cerveau de son frère. C'est très regrettable. Mais qui pourrait bien croire ses propos? Depuis qu'il est enfant, le prince Lolan a toujours été obéissant et dévoué au royaume. Il est impossible qu'il puisse trahir le peuple des nains. L'Empire humain et la tribu des démons ont dû former un accord. Il est certain que ces gens sont venus les aider, en faisant en sorte de manipuler son frère pour les monter l'un contre l'autre. Pas étonnant qu'il y ait autant de coïncidences lorsqu'ils sont arrivés. La tribu des démons s'est retirée. C'est pourquoi les gardes doivent se saisir d'eux sur le champ. Un conseiller rejoint les propos de sa majesté. Ils sont certainement des espions pour la tribu des démons. C'est pourquoi il faut obéir à ses ordres. Au milieu de ces gens, l'un d'entre eux semble étrange. Le prince Bart leur dit d'arrêter. Ce type est en train de masquer la vérité. Maître Martin pense qu'il doit y avoir un malentendu. La tribu des démons est à leur porte. Il faut garder son calme. Le chevalier blanc répond qu'ils ne les écouteront pas. Xiangye avait vu juste. Une voix interpelle le capitaine. Notre protagoniste le remercie de lui faire confiance. Mais il
S'il peut gérer cette histoire, ce n'est pas un problème. Sophissas répond que c'est d'accord. Qu'est-ce que ces deux sont en train de regarder? Ils se doivent d'obéir à ses ordres. Lolan remarque quelque chose. Une personne s'est rapprochée et demande pourquoi il est si pressé. Puisqu'ils ont ramené le prince aîné, il devrait au moins les remercier, non? De plus, il a déclaré qu'ils ont manipulé son frère sans même l'écouter. Ne serait-ce pas un peu excessif? Le professeur Martin et le roi sont de vieux amis. Leur but en venant ici était simple, prêter main forte aux nains. Ils n'étaient même pas nés lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois. Alors comment peut-il dire qu'ils conspirent avec la tribu des démons? Évidemment, s'il souhaite avoir des preuves, il suffit d'accorder une entrevue avec l'ancien roi et tout sera éclairci. Le nouveau souverain répond que son père est toujours inconscient après avoir été empoisonné. Il est impossible de le voir. Alors il devrait éviter de tenter une autre supercherie. Son frère dit que c'est lui qui l'a empoisonné! La soigneuse dit qu'elle a peu de connaissances en ce qui concerne les poisons. Et malheureusement, aucun membre de l'équipe n'en possède. Ce sera facile. Lorsqu'il se trouvait dans l'Empire humain, le professeur Onglian était l'un de ses plus grands partenaires. Ce n'est pas nécessaire. Il sait qu'ils ont tous confiance en leur pouvoir. Mais s'ils ont l'audace de résister, alors ça deviendra un problème diplomatique. Sa négociation de paix avec la tribu des démons est quelque chose que le prince régent de l'Empire humain a réussi à mener. Si quoi que ce soit arrive, ne sera-t-il pas difficile pour lui d'en faire un rapport? Comme Sa Majesté le pensait, l'influence du régent s'est déjà étendue jusqu'au royaume des nains. Une négociation de paix? Comment cela peut-il être considéré comme une négociation s'il décide pour eux? Pourquoi son frère a autant changé? Serait-ce parce que la tribu des démons le contrôle? Ce n'est pas étonnant que le prince Lolan soit aussi confiant. Ils ont déjà tout préparé à l'avance. Il vient d'endosser cette position et il ose directement faire tomber son masque et révéler sa vraie nature. Ne serait-ce pas car il n'y a pas d'autre choix que de le soutenir? C'est vrai, maintenant que le prince aîné est revenu, Sa Majesté Khan n'aurait jamais approuvé de sacrifier les vies de son peuple. Puisque Bart est revenu, l'opinion publique ne semble plus être la même. Est-ce qu'il pensait qu'il pourrait prendre le pouvoir et s'asseoir tranquillement sur le trône avec un titre octroyé de manière illégitime? C'en est assez! Cet étranger devrait la fermer! Très bien, il va le laisser voir son père. Mais s'il n'a pas de solution pour l'aider à se rétablir, alors il devra partir d'ici et retourner d'où il vient. Le tout en cessant d'interférer avec leurs affaires internes. Pour avoir étudié la pharmacologie pendant tellement d'années, des amateurs comme eux ne pourront jamais découvrir la vérité. Un flacon sort d'un parchemin. Notre protagoniste le tient à présent dans ses mains. À côté du garçon, un sac de pièces d'or est posé sur une table. Notre protagoniste dit à la professeure Onglian que ce sont les bénéfices du mois dernier. Peut-elle vérifier s'il y a un problème? Celle-ci répond que ce n'est pas bien important. Elle lui fait confiance. Il lui a fait une promesse qu'il a tenue. Cela témoigne de son honnêteté, non? Le garçon insiste donc pour qu'elle rejoigne son camp. Son talent n'est pas reconnu au sein du parti du régent. À ses yeux, seuls les magiciens et les épéistes ont une valeur. Elle a seulement été assignée pour l'aider à élaborer les médicaments nécessaires. Au fil du temps, la classe des druides a fini par se retrouver dans une position indésirable. De plus, elle n'a jamais pu se mettre en valeur. Au contraire, maintenant que leurs médicaments ont soigné beaucoup de personnes malades dans l'Empire, en plus de l'augmentation de ses revenus, sa position dans le cœur des gens s'est aussi accrue. On peut dire qu'elle a été doublement gagnante en ayant à la fois notoriété et richesse. Ce que le régent veut est la puissance de combat, mais Xianguier, quant à lui, souhaite avoir ses compétences talentueuses. Elle devrait le croire. Il sera possible de montrer sa vraie valeur en tant que maître pharmacologique à ses côtés. La femme comprend, puisqu'il fait preuve d'autant de sincérité. Elle va lui présenter le fruit du travail de toute une vie. Elle a passé la moitié de sa vie à chercher une chose extrêmement rare appelée la drogue du roi paresseux, formée par sa salive, mixée avec un antidote universel. Elle en a seulement 3 bouteilles. C'est pourquoi elle espère que Xianguier pourra continuer à s'occuper soigneusement du futur de sa carrière. En accord avec ce qu'a dit la professeure Onglian, boire ça peut dissiper tous les poisons. Le liquide est ingéré par le roi. Ses yeux s'ouvrent en grand. Contre toute attente, le roi se relève aussitôt, avant de relâcher un liquide violet et visqueux. Les gens se rendent compte de ce qu'il s'est passé. Bart interpelle son père. Le professeur de la forge demande à notre protagoniste si Khan va bien. Eh bien, ça a l'air d'aller. Le liquide est à présent tombé sur le lit, avant de s'étaler de manière gluante et dégoûtante. Modor demande ce qu'est cette chose. C'est vraiment dégueu. Le prince Lolan dit de regarder ce qu'ils ont donné à boire à son père. C'est pourquoi il en appelle aux gardes, qu'ils expulsent ces personnes sur le champ. Mais Marvin Khan dit à tout le monde de s'arrêter. Le drap vient de se lever devant leur regard stupéfait. Maintenant qu'il est en forme, ils doivent se comporter correctement.
Le professeur de la forge demande s'il est vraiment rétabli. En effet, mais pour une raison qu'il ignore, il a l'impression d'être vidé. Son corps n'a pas totalement récupéré, alors il faut se reposer. Ils ont besoin qu'il soit témoin de ce qu'il va se passer. Cette chose que sa majesté a vomi, c'est similaire au médicament que le prince Lolan leur a donné. Évidemment que c'est le cas. En l'attrapant par le col, le prince Bart lui demande pourquoi il a fait une telle chose. Son frère est plutôt agacé. Que s'est-il passé quand il était inconscient? Le roi dit à Bart de lâcher son frère. Qu'est-ce qu'il peut bien être en train de faire? Le prince aîné dit qu'après avoir été pris en embuscade, il a fait semblant d'être piégé. Et en croyant que c'en était fini pour lui, le pilier lui a tout raconté. Il a comploté avec les démons juste pour accéder au trône. En plus, il avait même l'intention de tuer leur père. Celui-ci demande à son fils si ce que son frère a dit est vrai. Il n'a jamais pensé à tuer leur père, mais peu importe. Maintenant, il est juste fatigué de débattre avec eux. Cette force, depuis quand est-il devenu si... Bart vient d'être repoussé. Après ça, le souverain atterrit. Ce sceptre est maintenant dans sa main. Il est à présent le roi de cette nation. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'écouter ses ordres. Il va diriger ce royaume vers un avenir meilleur. Ce n'est qu'un imbécile! Pour avoir le trône, il a même instauré un tribut mensuel pour la tribu des démons. Attends, est-ce que c'est une blague? Le père dit de rendre son sceptre tout de suite. Il trouvera une punition appropriée lorsque la guerre sera terminée. Assez parlé. Il ne souhaite plus jouer à ce stupide jeu. Ça a toujours été comme ça. Peu importe les efforts qu'il fait, aussi longtemps qu'il sera incapable de forger, il n'aura jamais la chance d'être le roi. Bart est né avec un talent pour forger. Alors ça a toujours été plus facile pour lui. Est-ce qu'ils peuvent ne serait-ce qu'imaginer tous les efforts qu'il a dû parvenir pour arriver jusqu'ici? La seule raison pour laquelle Père prenait soin de lui est parce qu'il aurait pu l'aider plus tard, n'est-ce pas? Le roi lui assure qu'il n'a jamais pensé ainsi. Il ne doit pas se faire de fausses idées. Alors c'est comme ça qu'ils vont la jouer? Ils ont sûrement pitié de ce déchet qui n'a pas de talent pour forger. Dans le royaume des nains, les personnes comme lui sont considérées comme des faibles et n'ont pas leur mot à dire. Messieurs les ministres sont d'accord avec lui, n'est-ce pas? Même s'il excelle dans d'autres domaines, ça ne changera rien. Il n'aura jamais leur reconnaissance. Un vieil homme avoue au prince Lolan que ses capacités en médecine dépassent désormais les siennes. Il est vraiment un génie. Il est impatient de le voir assister son père et son frère plus tard. Lolan est vraiment talentueux. Ses compétences en médecine bénéficieront grandement ce royaume. Mais du coup, est-ce qu'il sait forger? Enfin, ce n'est pas important puisqu'ils ont déjà le prince Bart. Ses espoirs se sont envolés en poussière. Le roi dit qu'il a placé de grands espoirs en lui, notamment lorsque le royaume des nains développera d'autres domaines que la forge. Pour la citer, il doit assister son frère. Le prince dit qu'il refuse d'être à la seconde place plus longtemps. Il a toujours voulu devenir un roi. Cette place lui appartient! Quel imbécile! Peu importe qui devient roi, il devra servir le peuple. Et si son père et lui ne sont pas là, qui pourra contrôler les machines pour protéger leur royaume? Lolan savait bien qu'il allait dire ça. Est-ce qu'il a déjà oublié? Afin d'accomplir ses objectifs, il a fourni plus d'efforts qu'il ne pourrait l'imaginer. La pierre de lune pâle vient de s'illuminer. Le nouveau roi est en train de déployer sa puissance, ce qui éblouit toute la salle. Les gens autour ne comprennent pas. Est-ce que ce serait de la forge? Alors que les autres sont choqués, le chevalier blanc se prépare à combattre. Bart dit à son frère de ne pas semer le chaos. Il n'arrivera pas à endurer l'épuisement mental dû à la pierre de lune pâle. Il devrait arrêter de faire comme s'il ne l'entendait pas. Lolan a pourtant dit qu'il avait fourni des efforts. Sophie Saz dit que s'il ose les attaquer, il le tuera sur le champ. Des traits de forge viennent d'apparaître. Il s'agit du forgeage de la forteresse. Le sol autour du roi est en train de se métamorphoser et celui-ci se met à bouger vers l'arrière alors qu'une porte s'est ouverte dans le mur. Est-ce qu'il compte s'enfuir? Eric compte bien l'en empêcher. Mais contre toute attente, une personne s'interpose. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il faut le laisser passer. Ne comprend-il pas qui sont les bonnes personnes? Alors que le mur se referme, le ministre avec une capuche s'apprête à prendre la parole, ou plutôt à vibrer de plus en plus. Son corps est en train de gonfler et une fumée sort aussitôt de sa bouche. Fiona dit que c'est un gaz empoisonné. Il ne faut pas le respirer. Celui-ci est en train de se répandre dans toute la pièce. Le pugiliste recule aussitôt en voyant ça. Notre protagoniste dit à Modor de l'utiliser. Celui-ci acquiesce aussitôt. Une lumière de forge est visible pendant un court instant. Voici le sac de collecte à haute puissance. Le binoclard annonce qu'il va tout aspirer. Le gaz est en train de rentrer dans le sac. Et alors que la poche gonfle de plus en plus,
Il annonce qu'il va tout absorber grâce à l'installation de la batterie de Xiangye. Ai Meili est choqué. Depuis quand Modor est devenu aussi cool? Au même moment, à l'extérieur de la forteresse, le prince est parvenu à s'extirper. Bien qu'il n'ait pas de talent inné pour forger, s'il souhaite consolider sa place en tant que roi, il va devoir surmonter ce problème. Toutes ces années, il a fait beaucoup de recherches sur le corps vivant. Et après avoir personnellement testé les médicaments d'innombrables fois, il a obtenu une drogue qui peut sans cesse diminuer la force mentale. De plus, elle permet de drainer celle des autres. Fei Li, le général, se demande ce qui peut bien se passer ici. Des pics ont poussé sur le plafond, et cela est de même pour toutes les parois de la pièce. À présent, les voilà pris au piège. Celle-ci qui grandit se rapproche dangereusement de Modor. Mais heureusement, elle s'arrête pile à temps. Cela est car le maître Martin a utilisé le forgeage de la récupération. Il est en train d'utiliser son énergie pour le contenir. Mieux vaut qu'ils sortent vite tous d'ici. L'ancien roi demande à Martin ce qu'il compte faire, mais l'homme dit de ne pas s'inquiéter pour lui, qu'il se dépêche de partir. Les pics sont peu à peu en train de se rétracter. Lolan vient de s'en rendre compte. Cette fois, il va utiliser une force mentale égale à 100 personnes. Les pics qui étaient auparavant immobiles se remettent à bouger subitement. Pourquoi est-ce qu'il est comme ça? Sa force mentale ne cesse d'augmenter. Ça craint. Il va perdre le contrôle. Le professeur Martin est éjecté à cause du contre-coup. Celui-ci s'apprête à percuter les pics. Notre protagoniste l'interpelle terrifié. Le garçon attrape aussitôt son stylo avant de le pointer vers le professeur en une fraction de seconde. Celui-ci a pu agir à temps. Autour de lui, c'est comme si les simples secondes paraissaient comme une éternité. Les forces limites s'entrechoquent. Que se passe-t-il? À qui appartient le pouvoir qui a soudainement augmenté? Est-ce que ce serait son frère ou son père? Le professeur a seulement atterri dans des coussins. Celui-ci ne comprend pas ce qu'il s'est passé. Ou plutôt, il est persuadé qu'il s'agissait d'un domaine. Son élève a du mal à comprendre. Mais est-ce que tout va bien? La pièce a l'air d'être retournée à la normale. Notre protagoniste demande si son enseignant est blessé. L'homme lui demande comment il a bien pu créer ce domaine. Il est certain qu'il a utilisé le domaine du forgeage. Le garçon lui demande de se calmer. Il n'arrive pas à comprendre ce qu'il raconte. L'ancien roi imagine qu'il a un disciple talentueux. Si Khan l'a vu aussi, c'est qu'il a sûrement raison. Xiangye demande ce que ce soi-disant domaine peut bien vouloir dire. Un bruit de coupure se fait entendre. Sophissas tente de fendre le mur en deux. Le chevalier blanc dit que ce n'est pas le moment de parler de ça. Ce bâtiment est encore sous le contrôle de son forgeage. C'est pourquoi il compte laisser faire Xiangye. Le garçon répond qu'il n'y a pas de problème. Il va d'abord emmener tout le monde hors de ce bâtiment. Mais d'ailleurs, est-ce que Yibei va bien? Qu'est-ce qu'il veut dire par Yibei? Il doit l'adresser en tant que majesté. Qu'elle arrête de dire n'importe quoi! Il faut cacher son identité! Elle n'est pas effrayée à l'idée qu'il la découvre. Alors pourquoi devrait-il l'être? Mais du coup, ne va-t-il pas l'appeler Majesté? Bon, elle a gagné. Votre Majesté, veuillez ne pas causer de problème s'il vous plaît. Les gens autour les regardent curieux. On dirait juste une querelle de couple. Tolspeni observe avec attention. Du sang s'écoule par terre. Lolan est à bout de force. Qui cela peut bien être? Son père et son frère ne sont pas censés avoir une telle puissance. Serait-ce Martin? Peu importe. Il va devoir rester impassible. De plus, ce qui est étrange est que peu importe la manière dont il essaye de forger, impossible d'atteindre la pièce dans laquelle ils sont. L'ensemble de ce domaine a l'air indépendant. La pièce où se trouve notre protagoniste commence à s'illuminer. Qu'est-ce que... Ils vont recommencer à forger? Quel impact puissant de force mentale! Même celles de 100 personnes combinées à la sienne ne peuvent pas le supporter! C'est absolument ridicule! Les muscles de son corps se contractent. Cela vient de déchirer ses habits. Le voici avec la force mentale de 400 personnes! De cette façon, il a plus ou moins atteint la limite supportable. Mais au moins, personne ne pourra l'arrêter! Le roi remarque quelque chose. Une personne se tient debout devant lui. Du début à la fin, une personne sans compétence restera comme telle. C'est pourquoi il devrait plutôt se repentir. Si jamais il n'éprouve aucun remords, Xiangye se chargera de l'attraper pour lui botter les fesses.
son arrogance le perdra. Mais attends, c'est la pierre de lune pâle. Est-ce qu'il est celui qui rivalisait avec lui tout à l'heure? Le sceptre vient de s'illuminer. Il pensait qu'il était une personne importante, mais il n'est qu'un inconnu de l'Empire humain. On dirait qu'il a été bien trop négligent tout à l'heure. Tous les mécanismes de la forteresse s'activent, et grâce à ça, de multiples perceuses s'apprêtent à transpercer le garçon. Celle-ci tourne à toute vitesse. Notre protagoniste, quant à lui, s'apprête à contre-attaquer. Son stylo touche le sol, et une fois cela fait, le mécanisme s'arrête. Les bras ne parviennent plus à se mouvoir. Il a encore pris le contrôle? C'est pourtant l'équivalent de la force mentale de 300 personnes. C'est absolument impossible. Le sceptre frappe le sol. La perceuse commence à changer à nouveau d'utilisateur. Notre protagoniste ressent la douleur de la force mentale. Comme il le pensait, il a sûrement déjà atteint ses limites. À force de faire le masseur ces derniers jours, il a vraiment mal au dos. Attends, est-ce que c'est une blague? Qu'est-ce qui est en train de se passer? A-t-il mangé le médicament interdit qui amplifie la force mentale? Après s'être gratté un peu, Xiangye se sent mieux, mais il ne voit pas de quoi il est en train de parler. Il ne s'agit pas d'utiliser un médicament interdit ou non. Ce à quoi il doit faire attention est le talent naturel pour forger. C'est pourquoi il compte lui ouvrir les yeux en activant le forgeage. Une chose gigantesque apparaît derrière lui. Il s'agit d'un bras mécanique immense. Le forgeage dépend simplement de la créativité et des connaissances. Et grâce à ça, il est capable de balayer tous ces petits mécanismes de pacotille. Le roi observe, stupéfait. Les gens se demandent ce qu'il se passe. Est-ce que la tribu des démons serait revenue? Pourquoi y a-t-il des explosions? Marvin Khan dit de venir ici. Il va tous les amener à l'autre centre de commandement. Bart, quant à lui, devrait dire aux soldats d'évacuer la population. Après quelques instants, la fumée est en train de se dissiper. Des réacteurs sont activés. Ce n'est qu'une paire de mains géantes. Cela n'est pas comparable à son forgeage. Notre protagoniste répond au second prince qu'il n'est pas mauvais. Il est même capable de forger des machines qui l'évitent. Personne ne lui fait peur lorsque l'on vient à comparer les compétences de forgeage. Il va maintenant lui montrer le résultat de son entraînement secret. Après ces paroles, le nouveau roi vient de se retourner. Alors comme ça, il souhaite s'enfuir? Hors de question que ça n'arrive! La main géante est en train de le poursuivre. Après quelque temps, le prince s'est posé sur un toit. Celui-ci se rend compte qu'il a atteint sa limite. Mais il compte tout de même déployer la force mentale de 600 personnes. Le bras mécanique vient d'être saisi. Attends, est-ce que ce serait... Des bruits d'électricité se font entendre. Une machine est en train de prendre une nouvelle forme. Un cockpit est déployé avant de se refermer. La fumée se dégage en grande quantité. Le voici à l'intérieur du géant à vapeur. Le souverain se met à rire. De l'imagination? Des connaissances? Comment est-ce que les gens de l'Empire humain auraient pu penser à ça? Le garçon regarde stupéfait. Cette chose, ce style est encore plus vieux que les artefacts des tombeaux. Il aimerait vraiment en faire une figurine. Soudain, la main utilisée par Xiangye est en train d'être broyée avant de se faire sectionner en deux. Ces sauvages de l'Empire humain devraient être plus impressionnés devant son génie. Et voici le canon bouillant du géant à vapeur. La puissance est désormais approximativement égale à 5 kilos de dynamite. Notre protagoniste observe confus. Les missiles sont tirés et alors qu'il s'approche à toute vitesse, le garçon lance le forgeage. Des explosions immenses retentissent. Celles-ci peuvent être entendues au loin. Voilà ce qui se passe quand on est négligent! Mais quelque chose sort soudainement du bâtiment. Un nouveau mécanisme est en train d'être enclenché. Cette fois-ci, il s'agit d'une nouvelle main géante. Une jambe sort également de notre endroit. Et peu après, des yeux viennent de s'activer. Un nouveau cyborg vient de sortir. Celui-ci semble bien plus sophistiqué. Le robot de Xiangye fait à présent face à son adversaire. Lolan se demande ce que ce truc peut bien être. Maître Martin imagine qu'il pourra tout de même être capable de s'occuper d'une seule personne, n'est-ce pas? La fille dit de ne pas s'inquiéter. S'il ne peut même pas faire ça, il ne serait pas digne d'être avec elle. Ce pauvre garçon semble être totalement sous l'emprise de Yibei. C'est vrai, peu importe ce qu'il puisse penser, Xiangye est tout de même le champion du tournoi. C'est une des rares occasions qu'il a pour tout donner. S'il est en difficulté, il pourra toujours aller le sauver. La servante se rend compte que son géant mécanique est bien plus grand que celui d'avant. Si le régent découvre que la capacité de forgeage de maître Xiangye a atteint un nouveau stade, il pourrait être en danger. En face du roi, la création gigantesque du garçon le regarde de haut. Son adversaire ne sait même pas comment réagir devant une chose pareille.
Xiangye se tient à présent à l'intérieur du robot nommé Lucky 4. Puisqu'il souhaite jouer à ce jeu, le garçon dit qu'il va le divertir et lui donner 2 chances de plus pour se rendre au sein de la forteresse. Le combat des 2 titans s'apprête à prendre place, tandis que les personnes qui se trouvaient dans les parages se sont éloignées. Les soldats disent que ce n'est pas un exercice. Il faut arrêter de regarder et évacuer tout de suite. Comment ose-t-il imiter son géant à vapeur? Peu importe son imitation de pacotille, il ne pourra jamais dépasser le sien. La fumée s'éjecte soudainement. Le robot vient de partir à toute vitesse. Des scies viennent d'être déployées. Celles-ci permettront de le démembrer. C'est pourquoi tout le monde devrait le regarder en train d'écraser cet arrogant. Les lames s'apprêtent à atteindre son opposant. Il est impossible de lui faire du mal avec un si vieux dispositif. C'est pourquoi il devrait plutôt se rendre. Qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi son géant à vapeur semble être retenu par quelque chose? Voici la maxi-bobine magnétisée. Son adversaire vient d'être pris au piège. À cause de ça, il fut forcé de poser les genoux au sol. Et malgré la puissance qu'il y met, impossible de s'en extirper. Vu son habileté actuelle dans la forge, il est incapable de le vaincre. Pense-t-il vraiment que la tribu des démons l'aidera d'une manière ou d'une autre alors qu'elle attaque les nains? Notre protagoniste ajoute qu'il ne veut pas lui faire de mal. Il devrait arrêter ses petits stratagèmes et s'excuser auprès de son père. Mais ses paroles contribuent seulement à l'énerver. Quand a-t-il gagné le droit de lui dire ce qu'il devrait faire? Le regarder de haut est la plus grande erreur qu'il ait jamais faite. Le ventre du robot vient de s'ouvrir, dévoilant un canon immense. Le centre de contrôle a détecté un afflux massif d'énergie. Voici l'explosion de vapeur. Aucune chance qu'il s'en sorte vivant. Notre protagoniste déploie le bouclier de bois inutile. Grâce à ça, il réussit à contenir le rayon. Les deux sont en train de déployer leur puissance. Le robot numéro 4 est trop massif. Il n'a même pas eu le temps d'utiliser du bois inutile afin de forger tout le corps. Mais de toute façon, pour le vaincre, un bouclier est plus que suffisant. Grâce au recul du rayon, le roi est parvenu à s'extirper de la zone magnétique. Notre protagoniste, quant à lui, dévie simplement le missile de son poing. Celui-ci regarde ailleurs. Son système détecte des formes de vie aux alentours. Cette bataille de géants devient trop importante. Il y a encore beaucoup de citoyens en ville. Il serait facile de les blesser accidentellement. Cet espace est bien trop restreint. Pourquoi s'est-il soudainement arrêté? Cet enfoiré doit sûrement être submergé par sa puissance. Encore un coup et il ira à la casse. Le canon est en train de se concentrer encore une fois. Mais une main robotique le percute en une fraction de seconde. Qu'est-ce qu'il vient de se passer? Le bras qui vient de le saisir avait un réacteur à son bout. Le regard du robot de Xiangye est imperturbable. Mais en même temps, c'est juste un robot. S'il veut toujours se battre, il ne doit pas faire ça en ville. C'est pourquoi notre protagoniste va le suivre afin de continuer ailleurs. La machine de Lolan est en train d'être propulsée. Celui-ci tente de briser la main qui le retient. Cet enfoiré devrait le lâcher immédiatement. Après quelques instants, les voilà sortis de la forteresse, tandis que le premier bras continue de le tenir. Un autre se rapproche, prêt à le cogner. Celui-ci augmente la puissance de son réacteur. Les flammes sont devenues bleues et sa vitesse s'en est vue décuplée. Attends, il y en avait un autre? La puissance de l'impact est gigantesque. Maintenant, Lolan est propulsé vers le sol à toute vitesse. Celui-ci vient de s'écraser d'une violence sans pareille. Les bras déployés repartent dans la direction opposée afin de se réenclencher dans le corps de Lucky 4. Modor est choqué. Le forgeage de Xiangye est impressionnant. Ce géant peut facilement rivaliser avec toute une armée. Pour la fille, cela a été évident. Ce garçon s'améliore à un rythme qui le dépasse. S'il peut créer certains de ces géants pour les dragons blancs, alors il n'aura plus à se soucier des prouesses militaires du régent. Les jambes du robot sont en train de s'activer. Des réacteurs étaient placés dans ses chevilles. Notre protagoniste leur demande de discuter d'un moyen pour repousser la tribu des démons. Pour ce qui est de son cas, il reviendra bientôt. Après ces paroles, le voilà parti à toute vitesse pour retrouver son adversaire. Au même moment, à l'extérieur de la forteresse, et plus précisément à l'endroit de sa chute, le mécanisme du géant à vapeur est fortement endommagé. Tout est en train de disjoncter et même son cockpit a été brisé. Lolan n'arrive pas à comprendre. Pourquoi y a-t-il un forgeron aussi fort chez les humains? Il était pourtant si proche du but. Tout ça à cause de ces enfoirés d'humains. Il a maintenant joué toutes ses cartes. Est-ce qu'il devrait se retirer? Peut-être qu'il pourrait rejoindre le pilier Ghoul. En tout cas, il compte certainement revenir pour se venger. La voix de Lucky 4 s'adresse au second prince.
Il a déjà utilisé une chance pour se rendre. Il ne lui en reste qu'une. Il n'a plus de voie de retraite. À partir de maintenant, sa valeur pour la tribu des démons ne représente rien. C'est pourquoi il doit penser à son choix. Xiangye dit que c'est son dernier avertissement. S'il ne coopère pas, il ne doit pas le blâmer pour avoir fini blessé plus tard. Son adversaire lance le forgeage! Un nouveau canon est déployé. Celui-ci contient une chose étrange. Les containers sont peu à peu absorbés par le mécanisme avant de se charger en son centre. Voici le jet de Sargon! Le missile qui a été lancé commence à se mouvoir. Ces choses sont capables de bouger toutes seules et en s'enroulant autour de lui, elles viennent de le bloquer sur place. Grâce à leur surface, le corps mécanique de notre protagoniste est peu à peu dissous. Quel imbécile! Est-ce qu'il pensait qu'il utiliserait le forgeage uniquement pour le combattre? Ceci est fait en utilisant la chair du pilier ghoul et l'eau de son corps. Maintenant, il va être transformé en un tas de sang! Xiangye ne savait pas qu'il avait autant envie de mourir. Des lames sont apparues au bout de ses poings, et en un seul mouvement vif, Lucky 4 est parvenu à se défaire de ce qui le retenait. Il pensait sûrement que l'utilisation de ces répugnants morceaux de chair pourrait arrêter son robot, mais alors qu'ils furent tranchés, ceux-ci se remettent à bouger. Ils viennent tous de se reconstituer. Lolan répond que l'imbécile n'est autre que lui. Même s'il les écrase, ça ne servira à rien. Tant qu'un morceau de la tumeur reste, elle se proliférera sans cesse. Celle-ci vient à nouveau de saisir son adversaire. Dans le dos du robot à vapeur, différents bras viennent d'être enclenchés, ce qui permet l'éjection de multiples missiles avant qu'ils n'explosent à leur contact. Il pensait qu'il était supérieur juste parce qu'il était meilleur pour le forgeage. Mais maintenant, il va seulement crever! Notre protagoniste répond qu'il vient de rejeter sa dernière chance de survie. Maintenant, il s'apprête à contre-attaquer. Voici la bombe éclair en alliage blindé! Le rayon est si puissant qu'il traverse la matière. Attends, qu'est-ce que c'est encore que ce truc? Le missile a traversé les cieux en une fraction de seconde, avant de s'abattre sur la cible qui se trouvait sur le sol. Après ça, une explosion immense retentit. Le mécanisme du canon est encore brûlant. Le robot se met également à vibrer et ses yeux s'activent. Lucky 4 est en train de préparer l'explosion de chaleur, ce qui lui permet de s'extirper alors qu'une aura l'entoure. Les morceaux de chair sont en train d'être calcinés. Attends, est-ce qu'il a utilisé trop de force et a tué le second prince sans faire exprès? Mieux vaut aller vérifier juste au cas où. Xiangye vient d'atterrir au sol. Au sein du robot, le prince est parvenu à contenir l'assaut avec un bouclier. Cet enfoiré! Le prince demande ce qu'il a bien pu forger! Disons juste que c'est la technologie et les inventions dans notre monde. Quoi qu'il en soit, son acte de rébellion est terminé. Alors il est temps de le ramener pour sa punition. Le forgeron admet qu'il est bon, mais il ne devrait pas s'imaginer que c'est déjà terminé. Il s'en souviendra lorsque la tribu des démons attaquera. Aucun d'entre eux ne pourront s'échapper. La matière au sein de son bras commence à se mouvoir avant d'enrouler son corps à toute vitesse. Le bras mécanique s'apprête tout juste à l'attraper, mais à la place, il semble avoir disparu. Attends, où a-t-il bien pu passer? Seuls des morceaux de chair retombent au sol avant de fondre de manière naturelle. Notre protagoniste soulève le cockpit juste au cas où. Il ne s'attendait pas à ce qu'il ait encore un atout lui permettant de s'échapper. Les civils observent ce géant blindé. Est-ce que le forgeage des humains a toujours été aussi incroyable? De retour dans la forteresse, Xiangye vient de retrouver ses amis. Le chevalier blanc demande s'il va bien, comme il s'y attendait de l'étoile montante de l'Empire. Dès qu'ils rentreront, il dira à sa majesté de le récompenser. Le garçon répond que ça ira, mais la fille est encore une fois agacée. Xiangye remarque quelque chose. L'ancien roi vient de se rapprocher en disant qu'il a travaillé dur. Pour ce qui est de Lolan, est-ce que tout va bien? A-t-il pu le ramener? À propos de ça, il a failli l'attraper, mais il s'est échappé au dernier moment avec une sorte de magie. Cela était sûrement lié au pilier ghoul. Est-ce vraiment le cas? Après une telle nouvelle, il est évident que son père serait déçu. Le maître de la forge dit de ne pas se blâmer. Il faut à la place qu'il se remonte le moral, et ils vont évidemment l'aider pour ça. En effet, il a raison. La survie du royaume des nains est plus importante pour l'instant. Il faut discuter de la manière dont ils vont faire face à l'armée de la tribu des démons. Yo, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez envie de soutenir mon travail, n'hésitez pas à aller voir mon Patreon. Et sur ce, on se retrouve pour la prochaine. Ciao.